Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Mesdames, Messieurs, merci pour ce petit moment d'intelligence et de réflexion collective que nous allons avoir ce matin. Je suis heureux, je le dis à Jean-Dominique Sénard, que je vois à travers les spots. D'abord, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de tous les comités, de toutes ces réflexions. Et par ailleurs, il me semble que vous avez une petite entreprise à diriger, donc vous m'expliquerez comment vous arrivez à organiser votre emploi du temps, parce qu'en plus, je vous trouve efficace et très impliqué dans chacune de vos missions. Mais je vous promets, on s'en tiendra là pour l'instant. Voilà. En tout cas, merci Jean-Dominique d'être là. Merci aux membres du comité d'être là, parce que je sais que chacune et chacun d'entre vous a également effectivement beaucoup d'engagement, mais j'apprécie le fait qu'on ait enfin compris que les sujets, les objectifs, les missions et surtout le défi que nous avons à relever, on y arrivera en additionnant nos expériences, nos compétences, nos points de vue et en cessant de les opposer. C'est un peu l'esprit de ce séminaire et surtout de ce comité. Il ne vous aura peut-être pas échappé que la semaine dernière, ça a été l'occasion de 2 temps forts de l'action de ce ministère au sein du gouvernement, puisque avec le Premier ministre et puis une grande partie du gouvernement, nous avons lancé, lors de ce premier comité interministériel pour la biodiversité, un plan d'action pour tenir nos engagements en matière de biodiversité. Et puis nous avons dressé, et je l'ai fait comme mon habitude, sans complaisance, parce que je pense que c'est un défaut dont il faut qu'on se débarrasse, d'être toujours trop satisfait de soi. L'objectivité, si tant est qu'on soit capable à la fois d'acter ce qui va dans le bon sens, mais surtout aussi de prendre en compte ce qui n'est pas suffisant, c'est la seule manière, à mon avis, à un moment ou à un autre, de se remettre sur la trajectoire de nos objectifs. En tout cas, que ce soit le premier bilan du plan climat, que ce soit le lancement du plan biodiversité, ce sont 2 impulsions politiques majeures, et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit l'action du comité ACT. Alors, on a souhaité qu'un comité de réflexion qui soit constitué de personnalités du monde académique, de la recherche, de l'industrie, du secteur économique, soit présent à nos côtés du ministère, aux côtés du cabinet, à mes côtés, en appui et surtout pour contribuer à la mise en œuvre des politiques qui sont conduites dans le cadre de la transition écologique et solidaire. Le président et le Premier ministre ne cessent de nous rappeler, Conseil des ministres après Conseil des ministres, que c'est bien de se fixer des objectifs, j'en suis le premier convaincu, mais parfois on a cette fâcheuse tendance à se dire qu'en se fixant des objectifs, comme on l'a fait à la conférence de Paris, bon, on n'a plus qu'à laisser le temps faire, et puis les choses, évidemment, par la force des choses, vont se réaliser. Non. Il nous rappelle en permanence à un devoir d'exécution, et je dirais presque à une obligation de résultat, surtout sur des sujets qui sont si importants. Alors, l'objet et l'utilité de ce comité, c'est de faire des propositions, et vraiment sans aucun interdit, pour rendre ces politiques plus efficaces, mais surtout pour accélérer leur passage à l'échelle et pour mettre en mouvement toute la société, les territoires, les entreprises, les chercheurs, les citoyens, parce qu'on n'a pas d'autre choix maintenant de changer d'échelle pour amplifier la conversion de l'économie. On n'a pas toujours bien compris que ce n'est pas simplement une adaptation, c'est une conversion de notre modèle économique si on veut arriver vers cet objectif que seuls les initiés, à mon avis, ont pris la mesure de l'importance que cela va conditionner, qui est la neutralité carbone. Ce comité ACT veille effectivement à ce que les grands objectifs de la politique écologique, climatique et énergétique, tels qu'ils ont été définis à la fois dans le plan climat, mais récemment dans le plan biodiversité, soient atteints, mais simultanément. Et c'est pour ça que cette contrainte, il faut absolument qu'on arrive à en faire la démonstration que c'est aussi une extraordinaire opportunité. Il faut qu'on puisse tirer pleinement profit des perspectives économiques qui maintenant s'ouvrent dans de nombreux secteurs de l'économie. Et puis, il faut aussi mobiliser, c'est ce à quoi vous nous aidez, ce comité, les principaux secteurs de la transition afin d'identifier les potentiels d'un côté, les points de blocage de l'autre, les innovations qui vont nous permettre de doper et d'accélérer le développement des solutions, et puis qui vont nous permettre de mobiliser les financements publics et privés si on veut amplifier, massifier cette transformation incontournable.
Alors je laisserai tout à l'heure le président Sénard vous décrire plus précisément la feuille de route du comité, mais très rapidement, puisque l'idée, ce n'est pas de faire un colloque, l'idée c'est vraiment d'échanger d'une manière très libre et spontanée, mais je voudrais quand même revenir sur le principe même de ce séminaire. Dans son fonctionnement courant, le comité se saisit de sujets, audite les acteurs et produit des recommandations pour guider notre action. Et d'ailleurs, ces recommandations pourront très clairement être rendues publiques. Les séminaires seront, pour ce comité, l'occasion de respiration, de partage avec les parties prenantes, mais comme je viens de l'expliquer à l'instant, ça ne peut pas simplement être un colloque où on viendrait écouter religieusement la bonne parole. Il s'agit de vraies séances de travail où des thèses doivent être échangées, discutées, soit sur évidemment les sujets déjà traités par le comité, soit sur des sujets dont il pourra se saisir. C'est ainsi qu'a été conçu donc ce premier séminaire qui est consacré à cet objectif de neutralité carbone, 0 émission nette en 2050. Quelle trajectoire, quelles conséquences? Alors, je voudrais partager avec vous quelques réflexions justement sur la neutralité carbone, ses implications, les perspectives et les difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, pour y arriver. L'accord de Paris, on a tendance parfois à l'oublier, mais prévoit l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle. Et en ce qui nous concerne, pour accélérer sa mise en œuvre, moi j'ai engagé au travers du plan climat que j'ai présenté donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, la France a visé cet objectif dès 2050. Et d'ailleurs, parallèlement, nous faisons ce qu'il faut au niveau européen pour que l'Europe, elle aussi, prenne cet engagement-là, parce que c'est le seul qui soit compatible avec les objectifs si l'on veut rester proche du 1,5 degré d'élévation de température. Atteindre la neutralité carbone, pardon pour ceux qui le savent, mais c'est bien de le répéter, ce n'est pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que peuvent absorber de manière naturelle la forêt, les sols ou les écosystèmes, ainsi que les matériaux et certains produits industriels. Concrètement, d'après les travaux qui sont conduits pour réviser notre stratégie nationale bas carbone, afin d'intégrer cet objectif, en fait, ça nécessite, et c'est là qu'on se rend compte, et que parfois ça crée une forme d'état de sidération, mais fuir la réalité n'a jamais empêché d'être attrapé par elle, ça nécessite de doubler notre ambition, c'est-à-dire en passant schématiquement de ce qu'on a appelé le facteur 4, qui est notre ancien objectif à 2050, à un facteur 8. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, pour les spécialistes, chacun mesure que ça ne se fera pas avec quelques adaptations et corrections à la marge, mais tout ça est parfaitement envisageable si on s'y met dès maintenant. Cet objectif très ambitieux, évidemment, il implique d'agir sur toutes les sources d'émissions et en premier lieu de décarboner toute la production d'énergie en substituant tous les usages d'énergie fossile par des énergies décarbonées. Pour y arriver, il faudra aussi voir avant tout redoubler nos efforts de maîtrise de notre demande totale en énergie. Ça, je pense que c'est un sujet d'abord qui est essentiel parce que quels que soient nos efforts pour décarboner, quels que soient nos efforts pour atteindre nos objectifs de la loi sur la transition énergétique, il va falloir que l'on mette le paquet. D'abord, c'est un impératif économique, c'est un impératif social, mais il faut qu'on soit plus performant dans la maîtrise de notre consommation en énergie. Ce n'est pas en plus l'exercice le plus difficile, voilà, notamment dans le domaine des logements, dans le domaine des transports. En tout cas, c'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale bas carbone, on travaille sur un scénario qui tente de décrire l'état de notre économie à l'horizon 2050 et les conséquences, justement, de l'objectif de neutralité carbone. Juste un mot avant, pour rappeler que la Commission européenne va proposer, et la France a impulsé, on n'était pas le seul, il y a un groupe de pays très allant, très ambitieux sur ce sujet-là, mais il faut encore convaincre, elle va proposer cet automne une stratégie bas carbone de long terme, et nous souhaitons qu'elle comporte très clairement une option de neutralité carbone. Et chaque pays de l'Union doit aussi, dans la perspective de la COP24, élaborer une stratégie de long terme. Quelques points rapides sur notre scénario. Bien sûr, d'une part, il comporte des variantes. Il est encore en cours d'affinage. Et d'autre part, évidemment, il ne décrit pas une seule voie unique, mais il dessine quelque part un chemin possible. À ce stade, on tire cependant quelques orientations fortes. Le puits de carbone, même si nous allons essayer de le doper, aura du mal à faire plus que compenser les émissions incompressibles
de l'agriculture, même réduite, ou de certains secteurs industriels ou de transport, pour lesquels, pour l'instant, on a une sorte d'impasse technologique. Donc la production et la consommation d'énergie doivent être décarbonées. L'efficacité énergétique, elle devra être poussée au maximum, sans quoi nous n'aurons pas physiquement ou pas dans des conditions économiques acceptables et raisonnables assez d'énergie décarbonée pour couvrir nos besoins. On devra également mobiliser les potentiels de la chaleur renouvelable, hors biomasse, solaire thermique ou géothermique, et de la biomasse durable, mais il restera, quoi qu'il en soit, un besoin important d'énergie décarbonée que l'on évalue de l'ordre de 500 à 650 TWh à couvrir par de l'électricité décarbonée ou du gaz décarboné, en plus du biogaz, le power to gas par l'hydrogène, notamment en particulier. L'électrification de certains usages, sans être évidemment une solution universelle et béate, devra quand même largement progresser, parfois fortement, mais évidemment, là où c'est pertinent, il faudra faire preuve de discernement. Comment y arriver ? On a devant nous des challenges qui sont bien identifiés, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, atteindre un parc de bâtiments totalement basse consommation ou des transports qui soient plus optimisés. Mais il y a aussi beaucoup d'inconnus, des enjeux de développement et de déploiement des nouvelles technologies, des enjeux de nouveaux modes de production et consommation. L'engagement dans l'économie circulaire et la bioéconomie, j'ai échangé juste avant cette séance avec une interlocutrice là-dessus, doivent évidemment contribuer fortement, j'en suis persuadé, à cet objectif de neutralité carbone. De même, la lutte contre ce fléau de l'artificialisation des sols est fondamentale. Au passage d'ailleurs, je profite pour interpeller le comité. Évidemment qu'il y a un objectif de zéro artificialisation à terme, mais pour être très humble et très sincère, j'en suis incapable aujourd'hui, et vous pourrez peut-être nous y aider, d'en faire la démonstration. Voilà. Donc voilà le genre de sujet dans un autre séminaire auquel nous pourrons joindre nos intelligences. Cette mutation en profondeur de nos modes de vie et de consommation, elle est aussi un enjeu sociétal majeur. Anticipation et accompagnement des mutations économiques, à la fois pour les entreprises, pour les salariés, de l'industrie à l'agriculture, en passant par les services, évidemment simultanément mobilisation des consommateurs, des collectivités locales, acceptabilité des solutions, connaissance fine des impacts des technologies, outils et politiques. Et il résultera aussi de cette transition d'importants bénéfices en termes de qualité de notre environnement. Et je pense plus particulièrement au milieu urbain, avec notamment ce sujet sur lequel il faut vraiment qu'on ne baisse pas la garde et qu'on le garde comme une urgence quasi vitale, qui est l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction des nuisances sonores. Tout ça constitue des atouts précieux. Évidemment, l'appropriation par nos secteurs économiques de ces enjeux, elle est cruciale, et c'est ce que j'attends du comité ACT. C'est des propositions sur ce sujet, sur la capacité française et européenne à développer les technologies clés, par exemple le stockage des nouvelles énergies renouvelables, la mobilité électrique. On a peut-être raté quelques occasions. Aujourd'hui, certains éléments clés, comme notamment les panneaux photovoltaïques, ne sont pas produits en Europe, mais on doit se dire que le champ des opportunités, il est immense, que nous avons des atouts, ça n'est pas simplement un leitmotiv que je répète à échéance, c'est la vérité. Mais attention, la fenêtre d'opportunité ne sera pas éternelle. Il y a une volonté pour avancer, par exemple, notamment sur l'hydrogène décarboné. Voilà, je ne voudrais pas cependant que vous ayez l'impression qu'en parlant de neutralité carbone en 2050, j'en oublie pour autant l'urgence immédiate. Comme nous avons pu en faire le point, sans ni concession ni dramatisation lors du plan sur le climat au bout d'un an vendredi dernier, on sait que tant au niveau national qu'au niveau mondial, qu'au niveau national, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas assez vite, voire réaugmentent dans certains cas. Donc dorénavant, il apparaît que notre premier budget carbone sur la période 2015-2018 ne pourra pas être tenu, et je crains que ça ne soit pas plus simple pour le budget suivant, c'est-à-dire 2019-2023. Donc c'est un mauvais signal qui témoigne bien de la nécessité dès à présent d'accélérer puissamment cette transition, car dans l'immédiat, le carbone s'accumule dans l'atmosphère. Alors vous avez en fait deux options face à ce constat. Certains vont vous dire, voyez, on n'y arrive pas, donc mettons-nous des objectifs
plus faible. Je suis désolé, mais cet objectif ne se discute pas. Quand on sait ce qu'il conditionne ou ce qu'il augure, nous n'avons pas d'autre choix. La seule solution, c'est de rehausser l'ambition. C'est pour cela que j'ai proposé au gouvernement et mis en œuvre plusieurs feuilles de route. Plan de rénovation des bâtiments, feuille de route économie circulaire, le récent plan biodiversité, le chantier sur la mobilité, lui, il aura son débouché avec Elisabeth Borne très prochainement. Nous avons aussi mis en place des moyens renforcés pour accompagner les personnes les plus exposées à la précarité énergétique, avec la généralisation du chèque énergie, la prime à la conversion des vieux véhicules et des aides encore plus importantes de l'ANA. C'est aussi dans ce cadre qu'en lien étroit avec la stratégie nationale bas carbone, on doit revoir la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ce qui nous prend, j'allais dire, l'esprit, pratiquement jour et nuit depuis des semaines et des mois, et qui va nous mener dans une réflexion collective, collégiale, jusqu'à la fin de l'année. Celle-ci doit définir, sur la période 2019-2028, les objectifs, orientations et outils concrets de la politique énergétique, efficacité, développement des ENR, biogaz, chaleur renouvelable, sécurité d'approvisionnement, sortie du charbon, adaptation des réseaux. C'est vous dire que la combinaison de toutes ces équations, ce sont des scénarios et des modèles qui parfois peuvent donner effectivement la migraine si on ne veut sacrifier aucun des objectifs, puisque chacun conditionne l'autre et à défaut, chacun est en capacité d'altérer l'autre si on ne le réussit pas. De nombreux sujets sont au menu de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, pas seulement l'évolution des filières nucléaires, je sais bien que c'est la seule chose qui intéresse les médias, mais il y a aussi évidemment simultanément le développement des énergies renouvelables dans l'électricité, sujet qu'il nous faudra évidemment traiter. Si les arbitrages sont nombreux et évidemment pas simples, tant sur la stratégie nationale bas carbone que sur la PPE, nous comptons bien publier évidemment ces deux documents d'ici la fin de l'année, et un point d'avancement sera fait par les parties prenantes, avec les parties prenantes, le 19 juillet. Ceci étant dit, et je vais maintenant bientôt terminer, ne pour pas prendre trop de temps, on a un programme dense et je compte beaucoup sur les échanges de la matinée pour éclairer les réflexions, proposer des actions, qu'elles soient générales, qu'elles soient sectorielles, mais de petite ou de grande envergure. On a trop besoin des idées de chacun, c'est l'esprit de ce comité et de ce séminaire. Ne pas donner le sentiment que dans la confidentialité d'un cabinet, d'un ministère aussi brillant que le nôtre, nous pouvons trouver des solutions à tout. On a vraiment besoin d'être challengé, d'être nourri, d'être enrichi. C'est la seule manière que nous aurons d'être à la hauteur de ce défi. Je vais passer cette matinée avec vous, à l'écoute de vos travaux, de vos réflexions, voire même, s'il le faut, en interaction, car avec le président Sénard, nous n'hésiterons pas, si besoin était, mais nous saurons aussi rester silencieux si nos interventions n'ont pas d'utilité, mais on n'hésitera pas à intervenir dans les échanges. Voilà. Laurence Monnoyer-Smith, qui est commissaire générale au développement durable, va faire comme à son habitude et avec excellence animer cette séance. Elle vous expliquera comment seront gérées les questions et les interactions pour essayer de faire de cette matinée un moment assez dynamique dans ce séminaire. Mais dans quelques instants, je vais laisser la parole au président Sénard, mais je crois qu'il y a un petit intermède entre les deux pour présenter les travaux du comité ACT. Et en ce qui me concerne, donc, je vais d'abord me mettre dans une position d'écoute, et puis au moment de la clôture, j'essaierai déjà de tirer des enseignements de ce séminaire. Merci aux unes et aux autres de votre présence ce matin.